Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que j'ai décidé de vous présenter un de mes livres et éventuellement qu'on le commence ensemble. Alors pourquoi? Parce que c'est un livre un petit peu particulier. Il s'agit des lithographies. Alors je ne sais pas si vous connaissez les lithographies. Il s'agit en fait d'une série de livres qui ont des propositions en fait d'idées pour que, en fait des propositions de thèmes pour que vous puissiez remplir des listes. Alors je fais partie des personnes qui adorent les listes parce que comme c'est toujours beaucoup le bordel dans ma tête, les listes ont tendance à me tranquilliser et à me permettre de savoir où j'en suis. Le problème étant que une fois la liste faite, je la pose et puis je l'oublie et puis après elle se perd. Bref, cette deuxième partie est toujours pas réglée. Mais c'est vrai que les listes ont tendance à m'aider et donc du coup je me suis dit tiens, un livre de listes sur des thèmes qui m'intéressent, je me dis que c'est plutôt pas mal. En fait, il y a toute une série de lithographies, mais je n'en ai que deux. Et bien sûr, l'un d'entre eux est sur la littérature, mais celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui sur le voyage, Travel Lithography, et qui sont des listes sur tout ce que vous avez pu faire, voir, entendre, n'importe quoi, bref, pendant les voyages. Voilà. Alors, je me disais que ça pourrait être sympa de le faire avec vous parce que ça fait un moment que je l'ai, un moment que je veux le faire, et en même temps, on a tellement de choses à faire dans la vie que de juste s'asseoir pour faire une liste juste comme ça, ça me donne envie, mais j'ai toujours d'autres priorités. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser une vidéo pour commencer ce livre avec vous. Donc ce livre contient 160 pages. Alors juste pour vous montrer un exemple, voilà, souvent vous avez une image pour illustrer la thématique. Et puis ici, donc, la liste que vous devez compléter. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais lancer les dés pour avoir la page. Alors, comme ce sont des doubles pages, si je tombe sur celle-ci, on va prendre celle-là. Hein, parce qu'on va pas non plus lancer les dés 50 millions de fois. Et je pense que je vais en choisir peut-être 3 maximum pour les remplir. Donc, on va d'abord jeter les dés. Ensuite, je vais les remplir moi dans mon coin tranquillement. Et puis, comme ça, je pourrai revenir vous en parler. Pourquoi j'ai choisi celle du voyage plutôt que celle des livres? Parce que c'est un livre quand même. Et que pendant que vous verrez cette vidéo, je serai en voyage. Et que je trouvais justement que c'était plutôt adapté. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on va aller lancer les dés. Alors, nous avons 90, 9, 10, ça nous fait 109. Alors, 20, 15, ça fait 35, 40. Alors là, nous avons 20, 26, 28. Alors, nous avons 4 gants gagnants. J'en ai choisi 4. Puisque finalement, même si je fais la liste et que je vous la montre, je ne vais pas forcément commenter tout ce que j'aurai noté quand même. On va pas faire une vidéo trop longue. Alors, tout d'abord, nous avons la page 28. Donc, il s'agit de Merveilles de la nature, formation et phénomènes. Par moment aussi, je suis tombée sur certains que je ne pouvais pas remplir, comme les meilleurs endroits en Amérique latine. Je ne suis jamais allée, donc ceux-là, je les ai mis de côté. Alors, 82, non, excuse-moi. 40, donc page 40, les animaux dans leur milieu sauvage. Ouais, on va appeler ça milieu sauvage en français. Ensuite, il y a page 82 avec... non, je me disais... Festival, parade et carnaval. Voilà, donc c'est vrai que j'en ai vu quand même certains assez uniques, donc ça va être sympa de pouvoir vous en parler. Et enfin... celui-là, je ne savais pas qu'il y avait une page comme ça et je trouve qu'elle me va si bien. Alors, travel mishaps, c'est-à-dire en gros les petits malheurs ou les coups de pas de chance qui vous sont arrivés en voyage. Voilà, je vais essayer quand même de ne pas tout remplir et de juste écrire les plus importants quand même parce que c'est vrai que à ce niveau-là, je pourrais remplir un bouquin entier. Voilà. Écoutez, je vais remplir tout ça tranquillement aujourd'hui et puis on se retrouve après pour la présentation des listes et puis l'explication quand même de certains petits points parce que pourquoi pas et que j'ai envie de parler voyage. Voilà. Et bien voilà, comme prévu, on se retrouve pour donner un petit peu plus de détails sur ces fameuses listes et on va donc commencer avec, vous avez vu, j'ai mes petits chats pour marquer, hein, avec les merveilles naturelles, formations et phénomènes. Voilà, alors je vous montre un petit peu
la page pour si vous voulez jeter un coup d'œil parce que je ne vais pas tout commenter parce que sinon ça fait beaucoup. Alors, parmi elles, bien sûr, j'ai marqué les séismes et les typhons au Japon puisque ça, du moment qu'on habite ici, on ne peut pas y couper. J'ai également mis le mont Asama, le volcan à côté duquel j'habitais au début quand j'ai emménagé au Japon, puisque ça m'a permis de voir un volcan qui projetait de la fumée à l'occasion, alors qu'il n'était pas en éruption. C'était quelque chose que je ne savais pas, donc c'est un phénomène naturel que j'ai observé, et puis j'ai appris plein de trucs grâce à ça. Voilà. Sinon, parmi les phénomènes auxquels j'ai assisté, les aurores boréales. Alors, bah oui, en plus la photo, voilà. Les aurores boréales que j'ai eu l'occasion de voir en Islande et en Norvège. Et sincèrement, quand on les voit à la télé, c'est pas exactement la même chose. C'est assez différent en fait comme expérience. Et si vous avez un jour l'occasion d'y aller, mais allez-y, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues. Voilà. Et pourtant, c'est différent de ce qu'il y a à la télé de différentes façons, mais ça vaut le coup fois 1000. Voilà. Ensuite, observation du ciel étoilé au pic du Midi. Ça, je pense que j'ai pas besoin de préciser. La séparation entre les plaques continentales de l'Europe et de l'Amérique. Ça, je l'ai vu en Islande, puisqu'en fait, on voit parfaitement bien la coupure. En fait, il y a un endroit spécifique où on peut aller. Et il y a également un lac ou une rivière dans lequel on peut faire de la plongée et voir cette séparation. Alors, cette partie-là, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai vue de l'extérieur. Voilà. Puis, de toute façon, ça caillait, et puis voilà. Je n'aurais pas été dans la flotte pour aller la regarder, même si maintenant je me dis que ce sera peut-être un truc à tenter. Également les geysers en Islande. Beaucoup de choses en Islande. Alors j'ai marqué les sources chaudes colorées parce que je ne sais pas comment appeler ça. Mais vous savez, les sources volcaniques avec de la fumée qui sort, qui pue le soufre. Enfin voilà, ça on est habitué. Sauf que quand je suis allée dans l'île de Kyushu, à Beppu, il y en a beaucoup en fait de sortes très différentes puisqu'il y a de la boue qui fait des bulles, il y a certaines sources qui sont orange fluo, d'autres qui sont bleu ciel, enfin il y a vraiment toutes sortes de couleurs, soit il y a de la fumée, soit il y a des bulles, soit il y a les deux, il y a des phénomènes vraiment très très différents et c'était quelque chose que j'avais adoré visiter, même si après le soir je me suis perdue et que j'ai mis 4 heures à rentrer. Ceci est une autre histoire, mais ça ne m'a pas déplu du tout. C'est juste que j'étais fatiguée, mais ça m'a permis de voir tellement de choses. Et ça, je ne l'ai vu qu'à Beppu, il me semble. Les sources chaudes, j'en ai vu dans plein d'endroits, mais ce côté très coloré, très différent, ça c'était surtout à Beppu. Et sinon, j'ai également noté le champ de lave noire à Hawaï, parce que bon, bah forcément Hawaï avec les volcans, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a surtout un endroit qui m'a beaucoup marqué, parce que j'étais avec une amie à moi, et qu'on avait loué une voiture. Et en fait, on avait été, on voulait aller voir justement les champs de lave, etc. Sauf qu'on était les seuls sur la route à ce moment-là. Et les champs de lave, en fait, ça s'étend à perte de vue. Mais quand je dis à perte de vue, c'est-à-dire qu'on voit rien. On voit rien du tout à droite, à gauche, en face, que du noir plat. Voilà, et c'est une sensation extrêmement étrange. Est-ce que c'est parce qu'inconsciemment on sait que c'est de la lave? Je ne sais pas, mais on a l'impression en fait d'être au moment de la formation d'une partie de la Terre. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Et il y avait un côté très Mordor. Voilà, c'est... Franchement, ça faisait un côté très Mordor avec le volcan visible en moins, puisqu'il y en a quand même, mais quand on y était, c'était pas la partie visible. Mais c'est assez impressionnant parce que ça perd de vue quand on regarde n'importe où autour de nous. Voilà. Ah oui, et puis j'ai également, parce que j'ai failli l'oublier, celui-là, parce que ça remonte à loin, l'éclipse solaire de 1999. Bon, pour les vieux, hein, voilà. Peut-être que certains d'entre vous aussi l'ont vu. Alors, c'est tout ce que j'ai noté pour cette liste. Je pense qu'il y en a d'autres, mais sincèrement, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Ça me permettra de compléter plus tard. Les animaux sauvages dans leur milieu, parce qu'animals in the wild, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire ce sont des animaux sauvages et il faut qu'ils soient dans leur milieu, pas dans un zoo, pas dans une réserve et tout, tralala. Eh bien écoutez, je pensais que je n'allais pratiquement pas écrire, et en fait si. En fait si, parce que j'étais étonnée, c'est ma plus grosse liste, hein. Bon, à part mes turpitudes... mais parce que comme je ne vais que très très rarement dans des zoos, aquariums, j'y suis allée quand je pouvais pas vraiment contrôler quand j'étais petite. Et puis après, il y a aussi certains parcs et certains endroits qui se font passer pour des parcs animaliers, mais qui en fait sont des zoos plus qu'autre chose. Bon, ça malheureusement, c'est des fois on peut se planter aussi. Mais en général, je ne vais pas dans ce genre d'endroit. Et donc je me suis dit, des animaux en fait sauvages dans leur milieu, j'en ai encore moins vu que le peu que j'ai vu dans les zoos. Mais en fait, non.
Mais en fait, non. Ça, j'ai mis un moment, mais sincèrement, j'étais étonnée. Comme quoi, finalement, de faire des listes aussi pour se remémorer certaines choses, ça peut être très sympa, pas seulement pour le souvenir, mais parce que, ouais, des fois, on a des choses qu'on zappe un peu. Alors, parmi eux, je note avec une expérience en particulier les baleines que j'ai vues en Islande et à Hawaï. Et en Islande et à Hawaï, en fait, c'était essentiellement à partir d'un bateau. Et sincèrement, c'était une sensation incroyable. Et en même temps, j'en ai juste vu des petits bouts. Mais je pense que c'est juste l'émotion, en fait, de vraiment voir un animal dans son milieu qui m'a vraiment fait... Et une chose que j'ai adoré à Hawaï, c'est que dans le bateau, en fait, ils avaient mis un sonar, je pense, sous l'eau. Et comme les baleines étaient à côté, en fait, on pouvait les entendre, on pouvait entendre leur chant directement depuis la surface avec ce truc qu'ils avaient mis. Et j'ai toujours trouvé le chant des baleines très émouvant. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Et je voulais, en fait, parler d'une expérience en particulier parce qu'à Hawaï, comme on voulait aller voir les baleines, justement. Oui, pour une fois, j'étais avec une amie dont je vous parlais avec le Mordor juste avant. Parce que d'habitude, sinon, je voyage seule. Et c'est vrai que du coup, on avait trouvé une association qui faisait du comptage de baleines. Et bien sûr, c'était gratuit puisque c'était du bénévolat, mais en fait, c'était pour participer justement à la conservation. En fait, le fait de compter les baleines, ça leur permet de savoir le nombre d'individus, l'âge qu'ils ont, et donc s'il y en a plus, moins, si leur comportement change et tout ce genre de choses. Et on s'était dit, ça va être passionnant. On se retrouve sur un espèce de plateau en hauteur, sur des chaises de jardin, avec des coqs qui se baladent autour de nous, et assises avec des jumelles pour essayer de compter des baleines qui sont hyper loin et qui font cette taille-là. Et alors pourquoi est-ce que je voulais parler de cette expérience? Parce qu'au final, ça a été l'une des meilleures. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, putain, mais comment est-ce qu'on va avoir des baleines, on va avoir un petit truc comme ça, je veux dire, bon, voilà, il y avait un petit côté un petit peu décevant au début. Et puis en fait, on s'est pris au jeu parce que les gens qui étaient là, pour la plupart, c'était des gens qui étaient habitués à faire ça. Et donc du coup, déjà, ils nous ont appris énormément de choses sur comment justement pouvoir savoir si on voit une baleine ou si c'est juste un petit peu de flotte ou si c'est un autre poisson. Enfin, parce que c'est vrai que c'est tellement petit que même avec les jumelles, c'était un petit peu... On a appris beaucoup de choses sur leur comportement. Et puis surtout, comme pour, je pense, beaucoup de phénomènes naturels qui sont pas dans ta tronche, quoi, en gros, on a l'œil qui s'habitue. Et quand on a l'œil qui s'habitue, on voit beaucoup plus de choses. Et sincèrement, en plus, quand on commence à comprendre dans quel sens elles vont, le comportement qu'elles ont, s'il y en a peut-être un autre à côté, même juste de repérer, en fait, il faut commencer par repérer les jets d'eau. Et à partir de là, même si c'est très loin, et en fait d'essayer de continuer de surveiller la zone, parce que là, on risque d'en voir. Et sincèrement, je ne sais plus, j'ai gardé le papier du comptage quelque part. Je ne sais plus du tout combien on en a vu, mais on a fait ça pendant une matinée. On en a bien vu une cinquantaine. On en a bien vu une cinquantaine. Il y a un moment, au début, c'était un peu compliqué parce qu'il n'y en avait quasiment pas, mais au bout d'un moment, c'était non-stop. Et y compris des baleines avec des bébés, des bébés baleineaux. Et comme je dis, au bout d'un moment, l'œil se fait. Et donc, en fait, avec les jumelles, avec les formes, avec tout ça, en fait, notre tête, elle reproduit exactement ce qui est en train de se passer. Et de les voir, en fait, carrément en train de sauter à l'extérieur de l'eau à plusieurs... Enfin, c'était phénoménal. C'était phénoménal et c'est une expérience que j'ai absolument adorée. Donc, si vous aimez les animaux, si vous aimez effectivement pouvoir les voir dans leur milieu, les voir vivre, les voir être tranquilles sans nous vraiment autour, quoi. Je vous conseille ce type d'expérience de volontariat. Des fois, on pense que d'aller dans un sanctuaire les nourrir ou qu'il n'y a que ce type d'expérience. Mais non, en fait, il y a plein de choses différentes et il faut pas hésiter à tester parce que sincèrement, ce truc-là, ça a été inoubliable pour moi. Bref, passons à la suite parce que si on passe 20 minutes par animal. Ensuite, ah oui, dauphin et bébé phoque en Écosse. Je suis allée dans le nord de l'Écosse, du côté d'Inverness, dans un petit village, pour faire des fouilles. Et donc, j'ai participé à des fouilles pendant un mois de juillet. Sauf qu'en fait, les fouilles, elles étaient en bord de mer. C'est-à-dire qu'elles étaient dans un village. Mais là où on avait le terrain de fouilles, il y avait quelques graviers avec un chemin. Et puis après, c'était la flotte. Voilà. Sauf que, en fait, de là où on était, on voyait la mer. Et moi, en fait, pour moi, la faune en Écosse, j'ai pas forcément pensé, à part les vaches écossaises pleines de poils, qu'il y aurait quelque chose que dans ma vie, je n'ai jamais vu. Voilà. Et donc, ça nous est arrivé que pendant qu'on fouille, il y avait des personnes de temps en temps qui travaillaient avec nous, qui levaient la tête et disaient « Ah, il y a des dauphins qui passent !» Et on voit genre un groupe de 10 dauphins en train de sauter, de nager, juste en train de passer. Voilà. Et je trouvais ça aussi absolument fantastique.
Et puis on a eu droit aussi à un bébé phoque, parce qu'en fait il y a pas mal de phoques dans la région, ce que je ne savais pas. Et les mères, quand elles vont pendant la journée chercher à manger pour pour la famille, quoi, en fait elles déposent les bébés dans un endroit sûr, parce qu'elles peuvent pas s'en occuper et chasser en même temps, dans un endroit qui leur semble sûr, et puis après elles se barrent pendant des heures. Et donc en fait, il y en a une qui nous a collé le bébé juste à côté. Et comme en fait ils ont la même couleur que les pierres, au début on l'avait pas vu. Et quand au bout d'un moment, en prenant des petites pauses, en se baladant un petit peu, on s'est rendu compte qu'il y avait un bébé qui était là. Moi et quelques ignorants, en fait on a flippé parce qu'on se dit merde, il est tout seul, il bouge quasiment pas, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, donc en train d'appeler les... Ça c'est bien parce qu'on peut appeler les services de la faune sauvage locale pour justement qu'ils nous expliquent s'il y a quelque chose à faire ou quoi que ce soit. Et donc c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est là qu'on nous a expliqué, non, la maman elle a autre chose à foutre, elle s'est barrée, elle vous a laissé le gosse, vous le touchez pas, vous le laissez tranquille, il va bien, elle va revenir le chercher le soir, vous en faites pas, c'est comme ça que ça se passe. Et le truc en fait, c'est que si ça bouge pas, c'est juste parce que les phoques sont très feignants. Voilà. Et que leur activité quasi maximale, c'est éventuellement de se rouler de l'autre côté. Voilà. Donc il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter. Et effectivement, le soir, elle est revenue le récupérer. Voilà. C'était une autre de mes aventures animalières. Sinon, j'ai également vu des singes noirs. Vous savez, les singes noirs avec du blanc autour des yeux, ainsi que des lézards géants et des écureuils géants en Malaisie, puisqu'en Malaisie, ils ont les plus grands écureuils du monde. C'est un machin qui est à peu près comme ça et qui est rouge et noir. C'est une couleur assez impressionnante. Et alors, je ne l'ai pas vu genre super net, mais c'est ça aussi, hein, quand on veut voir des animaux sauvages, ils passent par là, ou alors c'est un coup de peau, mais on ne peut pas les voir comme on les voit dans un documentaire, quoi, hein. Et donc, j'en ai vu passer dans les arbres, et donc forcément, je voyais surtout les ombres, mais j'en ai vu quand même. J'en ai vu quand même. Également, des grues et des cerfs à Hokkaido. Vous savez, les grues avec le sommet du crâne rouge. Et des cerfs. Alors pour moi, un cerf, bah oui, c'est un animal sauvage, mais qu'en plus, j'ai pas du tout l'habitude de voir. Je sais que des personnes qui habitent près d'une forêt, ils en ont l'habitude, mais moi non. Hein, dans le sud, c'est pas vraiment... Et c'est vrai que j'étais en train de me trimballer dans la neige, il y avait personne à l'horizon, enfin c'était vraiment vide. Il y avait juste un chien avec qui j'avais fait à Miami, puis qui m'a accompagné à un moment. Et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait des cerfs derrière les arbres en train de m'observer. Voilà. Et c'est juste au bout d'un moment, parce que je commençais à me dire... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose. Et c'est vraiment au bout d'un moment que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai vu 3-4 têtes derrière les arbres en train de me zioter. Voilà, donc c'était aussi assez particulier. Alors, je vous fais le reste de la liste un petit peu plus rapidement. Un tanuki. Parce qu'en fait, les tanuki existent. Leur forme dans les légendes japonaises est différente, mais l'animal en tant que tel, en fait, existe. Ce que j'ai découvert, que j'ai vu passer en courant dans la nuit. Des alligators en Louisiane. Petit coup de flip hein, pour celui-là. Des sangliers au Japon, plusieurs fois. Des oiseaux colorés, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, au Japon aussi, surtout du côté de Nagasaki. J'ai marqué oiseau coloré parce que c'était un oiseau vraiment avec beaucoup de couleurs et je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc pour moi, c'est un animal sauvage au même titre qu'un tigre ou que voilà, c'était un plaisir à regarder. Puis moins dangereux aussi. Des serpents. Alors ça, les serpents, j'en ai vu un paquet. J'en ai vu en Malaisie, j'en ai vu en Birmanie, j'en ai vu en France, en Espagne, les habituels. Hein. Mais j'en ai vu beaucoup au Japon. Beaucoup au Japon. Les deux plus jolis que j'ai vus, c'était ici dans le Shikoku, où j'ai vu un serpent très fin, très très vert, mais vert fluo. Alors je sais que quand c'est coloré, il faut faire gaffe, sauf que j'ai failli le marcher dessus, puis on s'est fait flipper tous les deux. Donc on s'est barré vite fait, chacun dans un sens opposé. Mais c'est vraiment la couleur qui m'a marqué, il était magnifique. Et puis en Malaisie, que tu es en train de roupiller dans un arbre juste à côté de moi, et il y avait une sorte de tigré, un motif tigré blanc et noir, c'était magnifique. Bref, les macaques. Les macaques, je ne vais pas vous faire la liste des pays asiatiques, il y en a partout en Asie. C'est des compagnons de route, voilà. Des lézards verts et rouges à Hawaï. J'avais jamais vu ça. C'est que c'est les lézards... on dirait que j'ai dit lasagne. Les lézards verts, mais vert fluo. Et l'autre moitié du corps, elle est rouge, mais genre... rouge comme ça, quoi. C'était impressionnant, d'autant plus qu'il y a des palmiers. Quand ils poussent, on dirait des sortes de bambous, pareil, vert fluo et rouge. Donc je pense que ça va être une technique de camouflage. Mais alors avec la coloration des deux, ça faisait un truc pétard, mais super joli, c'était magnifique. Donc forcément à Hawaï, j'ai eu droit aux tortues géantes et aux poissons. Les tortues qui sont absolument magnifiques, les poissons aussi. J'ai noté les poissons parce que pareil, c'est des animaux sauvages. Des couleurs, des formes que j'avais vues qu'à la télé. Et puis que j'ai eu le plaisir de voir devant mes yeux. Un ours brun à Hokkaido, ça c'était un petit peu plus flippant, hein. C'était comme
les alligators, c'était pas prévu, j'y allais pas pour ça. Et puis, quand on est dans des milieux un petit peu isolés, des fois on tombe sur des trucs, on se dit, on va repartir dans l'autre sens. Et puis enfin, des poissons volants. Pour ceux d'entre vous qui ont vu mes vlogs depuis que je les fais, vous avez très certainement vu les poissons volants aussi. Voilà. Alors, catégorie suivante. Festival, parade et carnaval. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, bien sûr, beaucoup de festivals au Japon. J'ai essentiellement noté l'Awa Odori et le Yosakoi, qui sont les deux festivals de danse qui se passe dans le Shikoku dont je vous ai parlé, que je trouve absolument incroyable. Malheureusement, maintenant que j'habite ici, quand c'est des vacances en été, je me barre ailleurs. Voilà. Donc, mais quand j'étais venue en vacances ici, j'avais eu droit à ces deux festivals et sincèrement, ils sont hallucinants. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais si vous pouvez venir en été dans le Shikoku, je vous conseille pas du tout le Japon en été parce que c'est une usine à transpiration plus qu'autre chose. Mais si vous venez, sincèrement, profitez-en pour faire ça. Et le Setsubun. Le Setsubun, en fait, qui se passe le 3 février, c'est une fête où il faut éloigner les démons pour accueillir le printemps. Et on éloigne les démons en lançant des haricots dans la maison. Et donc, à cette période de l'année, vous voyez, tout le monde vend des haricots partout. Même les 7-Eleven, les supermarchés, on trouve des haricots, on les achète et puis après, on jette dans les coins. Et donc, c'est une fête aussi où on a tendance à voir des gens déguisés en démons, des choses comme ça. Après, chaque région, chaque ville fait un Setsubun un petit peu différent. Par contre, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que depuis que j'habite au Japon, j'ai jamais vu vraiment de fête Setsubun, vraiment fête en tant que telle. Ce qui m'a étonnée parce que quand je venais en vacances, à chaque fois, je tombais dans un endroit où ils fêtaient Setsubun de façon très accentuée, mais très différente. Voilà. Donc, je les ai fait essentiellement à Nara, à Kyoto et à Takayama. Et les 3 fois étaient très différentes, à chaque fois dans la neige et dans le froid. Mais c'était un régal parce que souvent, il y a des lumières, il y a des spectacles, enfin, c'est des trucs. Franchement, j'ai adoré. Après, j'ai noté les festivals d'été en général. France, Japon, Espagne. Voilà, parce que s'il faut que je mette chaque nom, on n'est pas sorti. En France et en Espagne, les fêtes de village, je pense que tout le monde connaît. Hein, on va pas... Il n'y a rien de spécial, mais ce sont des festivals. Voilà, donc j'ai voulu les noter. La Cavalcada de Reyes en Espagne. Vous savez, en Espagne, maintenant ça a changé, mais on fêtait les rois mages le 6 janvier. Plutôt que Noël avec le Père Noël. Et c'était beaucoup plus important. Maintenant, c'est un peu plus la mondialisation. Hein. Mais c'est vrai que normalement, les cadeaux, à la base, ils sont censés être donnés le jour des rois mages, puisque c'est quand les rois mages sont venus pour visiter le Christ qu'ils lui ont offert des cadeaux. Donc, c'est à ce moment-là en Espagne qu'on les donne. Et donc, en fait, chaque année, pour le 6 janvier, il y a ce qu'on appelle la cavalcada, qui est un défilé, une parade, où on retrouve des gens qui sont déguisés en roi mage et qui sont montés sur des chameaux, des chevaux, enfin ça dépend un petit peu, et qui en général jetaient des jouets et des bonbons, des sucreries dans la rue, et donc forcément tous les gosses sont là en train d'essayer de ramasser un maximum de choses. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais j'en ai pas fait souvent parce que je ne suis pas beaucoup allée en hiver en Espagne, mais ça fait partie des choses. Voilà. Et festival de neige et de glace à Sapporo, à Hokkaido, donc très connu avec les sculptures de glace. J'ai beaucoup aimé, mais c'est une chose que j'ai trouvé sympa à faire une fois, mais que je ne referai pas parce qu'il y a quand même un petit côté Disneyland qui fait que, voilà, tu t'amuses une fois, mais je ne veux pas faire ça 50 fois. Et un autre qui, lui, par contre, était incroyable, c'est le festival de glace et de neige de Harbin, qui est dans le nord-est de la Chine. On se pèle les miches, mais alors bien plus qu'à Hokkaido. J'y suis restée toute une semaine. Et en fait, sur toute la semaine, ouais, la température, c'était entre moins 20 et moins 25 en moyenne. Alors, contrairement à Hokkaido, du coup, parce qu'à Hokkaido, en fait, des fois, c'était moins 5, des fois, c'était 0. Et malheureusement, à 0, il y a des risques que les choses commencent à fondre un petit peu et perdent certains détails. Quand j'y suis allée, il y a 2-3 trucs qui sont carrément cassés la gueule. À Harbin, ça tombe pas. Voilà, ça tombe pas du tout. Et sincèrement, si vous voulez chercher peut-être sur internet des photos, en fait à Harbin, justement parce qu'il fait tellement froid, ils font quasiment une deuxième ville en glace. C'est-à-dire que tous les parcs ont des sculptures, mais c'est des sculptures de la taille de châteaux, de maisons. Il y a carrément des attractions, c'est-à-dire des toboggans, des roues, des trucs. Tout est fait en glace et c'est incroyable. Sincèrement, c'est incroyable. En plus, on n'est pas loin de la frontière russe, donc du coup, il y a aussi beaucoup d'églises orthodoxes russes, il y a beaucoup de magasins russes. Donc, si vous aimez
profiter en fait de plusieurs cultures comme ça à la fois. Là, il y avait un petit mélange des deux qui était assez sympathique. Et sincèrement, ouais, j'ai adoré. Et puis en plus, l'accueil des gens. C'est pas forcément un endroit où les gens sont très souriants, mais c'est comme souvent dans ce genre de région, si on pousse un petit peu et qu'on commence à communiquer, franchement, c'est adorable. J'ai reçu beaucoup d'aide dès que j'avais un petit problème, un petit truc. Franchement, la Chine, pour ça, c'est quelque chose où j'avais eu une très très agréable surprise à chaque fois que j'y suis allée. Donc, Harbin, Festival de glace, si vous aimez ça. Dernière catégorie. Mes conneries en voyage. Alors, travel mishaps, le problème, c'est que je me demandais vraiment, est-ce que j'ai des mésaventures, parce que il m'en est arrivé des trucs, mais la plupart du temps, d'une certaine façon, ça se termine bien, ou voire même ça se termine en bon souvenir, parce que quand ça se passe bien, ou en tout cas que tu reviens entier, ça te fait plus marrer qu'autre chose. Voilà. Alors, parmi les anecdotes, il y en a une en particulier qui m'a beaucoup marqué, et c'était la traversée de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. En fait, j'avais été une première fois en Birmanie, un pays que j'ai absolument adoré et que j'aimerais bien y retourner, mais bon, malheureusement, depuis le nouveau coup d'État, parce que c'est à répétition là-bas, il vaut mieux pas, malheureusement, mais le jour où ça sera possible, j'y retournerai parce que j'ai vraiment eu un très très gros coup de cœur pour ce pays. Et la preuve en est que quelques mois après y avoir été la première fois, j'ai voulu y retourner. Voilà, je me suis dit, j'ai encore des vacances, mais j'y retourne. Voilà, on va même pas chercher d'autres destinations. Sauf qu'en fait, les billets pour la Birmanie, à ce moment-là, avaient pas mal augmenté. Et je sais pas si c'était dû à la période, mais c'est vrai que du coup, c'était trop cher. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, puisque j'avais jamais été en Thaïlande, je me suis dit, on va aller en Thaïlande. Et puis, je vais traverser la frontière avec mes petites pattes, quoi. Voilà, et puis on va essayer de faire ça. Sauf que j'imagine que peut-être beaucoup d'entre vous, je sais pas, mais la Thaïlande, c'est quand même un endroit où beaucoup de gens vont, donc c'est pas vraiment méconnu. Mais la Thaïlande, même si c'est touristique, bon après il y a quand même certaines conditions, mais disons qu'il y a des routes, il y a des choses comme ça. En Birmanie, c'est une autre paire de manches. Et en fait, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à la différence, mais encore que ça, c'est pas un problème. Et alors déjà, pour réussir à arriver jusqu'à la frontière, ça avait été un petit peu compliqué. Parce que les touristes, en général, ne passent pas cette frontière. Ce sont les travailleurs des deux côtés qui passent la frontière à pied. Voilà, en général, les gens, ils prennent l'avion, tout simplement. Et alors déjà, il avait fallu que je fasse mon visa en Thaïlande, puisque je ne l'avais pas fait avant. Et donc j'ai dû aller à l'ambassade birmane. Et comme il fallait qu'ils me fassent un photomaton, donc en fait ils m'ont emmené dans une voiture, dans une petite rue. Des fois il faut avoir confiance quand même, hein. Dans une petite rue, et en fait ils te mettaient dans la voiture, ils te mettaient un vieux carton blanc derrière. Et puis c'était comme ça qu'ils faisaient le photomaton. Et puis après ils faisaient un petit trafic sur leurs appareils dans la bagnole. Et puis voilà, tu partais avec ton truc et puis ton visa. Et puis voilà. C'était assez marrant en soi. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis arrivée à la frontière, en fait ce qui m'a fait marrer, c'est que quand j'étais du côté thaï, il y avait tous les gardes thaï qui étaient là sur le côté, assis avec la clope au bec, en mode en train de discuter tranquille. Et puis en fait, je voyais qu'il y avait des gens qui se faisaient tamponner le passeport. C'est une frontière, donc qu'est-ce que je fais? Moi, je leur demande où est-ce que je fais tamponner le mien, machin. Ils me disent, mais vas-y, t'inquiète, t'as pas besoin. J'ai pas besoin. Bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais quand même demander un petit peu plus loin, machin. Pareil, je vois un mec avec sa cigarette vautré sur le fauteuil et tout. J'ai dit, excusez-moi, mais pour le passeport, parce que je sors du pays et normalement, il me faut une preuve de sortie. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai pas insisté. Je me suis dit, bon, ça fait 2 fois. Je pense quand même qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Et puis j'ai jamais traversé de frontière à pied comme ça, c'est-à-dire sans bus, sans rien. Je me suis dit, bon, vu qu'il y a juste un pont à traverser, allons-y. Donc moi, comme une nouille, je traverse le pont tranquille avec mon sac à dos. Bon, on me regarde un petit peu, forcément, je suis la seule qui sort un peu on va dire, qui est un peu transparente dans le décor, enfin plutôt flashouille avec la couleur, plus que transparente. Et en fait, j'arrive du côté birman. D'ailleurs, changement, t'as pas plutôt traversé là. Le pont, c'est que de la poussière, c'est que des trucs comme ça. Et pourtant, en même temps, quand je suis arrivée de l'autre côté, je me suis sentie bien. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, j'ai eu un peu ce côté où les gens sont gentils avec toi parce qu'ils peuvent obtenir quelque chose de toi, que ce soit de l'argent, que ce soit un service, que ce soit des trucs comme ça. Enfin, un peu tout et n'importe quoi, ou qu'ils te vendent un truc. Alors qu'en Birmanie, c'est absolument pas comme ça. Et en fait, c'est vrai que quand je suis passée de ce côté-là, je me suis sentie en terrain ami. Et alors je sais pas, est-ce que je me suis sentie un peu trop bien parce que moi je suis cool, c'est bon, ça y est, je suis tranquille. Et forcément quand j'ai dû passer le truc, il y avait des mecs.
pour vérifier ton passeport. Ils vérifient mon passeport et ils me disent ah non, mais tu peux pas rentrer, c'est illégal. Je dis comment ça c'est illégal? Je me suis dit oh là là, ils vont pas me laisser rentrer dans le pays. En fait, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit mais tu viens d'où? Là, tu viens du pont? Je dis bah oui. Mais ils m'ont dit donc t'étais en Thaïlande? J'ai dit bah oui. Ils m'ont dit mais t'as pas de preuve de sortie. Si t'as pas de preuve de sortie, on ne peut pas t'autoriser à rentrer ailleurs, quel que soit le pays. Ce que je dis mais ils m'ont laissé passer. Ils m'ont dit non. Il faut absolument que tu aies ton tampon. Et j'avais mon gros sac à dos, il faisait genre 40 degrés. Je me dis, putain, c'est pas possible, il faut encore que je me refarcisse tout le pont et tout. Et sur le coup, j'aurais dit, est-ce que je peux laisser mon sac ici? Ils m'ont dit, oui, t'inquiète. En fait, leur poste frontière, du côté birman, c'est une cabane, mais vous savez, les cabanes en tôle, quoi. Le truc, si vous marchez un peu fort, ça se coud, quoi. C'était le truc. Et en fait, il y avait à peine de la place pour les 2 mecs et moi. Je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir la place pour mettre mon sac? Et puis, ils m'ont dit, ah, vas-y, on le met sous la table. Je dis, bon, ok. Et c'est vrai que j'avoue qu'en Birmanie, j'ai tendance à pas mal me sentir en confiance. Et j'ai eu beaucoup de preuves dans ce sens-là. Pas que moi, mais aussi d'autres voyageurs avec qui j'ai parlé. Bref. Et donc, je repars dans l'autre sens. Les Thaïs qui comprennent pas, qui me voient arriver, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fout? Maintenant, elle revient sans sac, machin et tout. Donc, c'était un petit peu bizarre. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai expliqué, il m'a dit ah bah ok, on va te faire le tampon. Alors, il m'envoie dans un machin. Ils me disent ah ouais, non, mais ce tampon-là, c'est pas nous. Je sais pas quelle est la différence. Hein. Et ils m'ont dit bon, il faut que tu ailles dans cette cabine-là. Ok, parce que c'est des cabanons aussi, un peu plus sympa qu'à côté, mais. Et donc voilà, et donc du coup ça a pris 3 plombes et ils m'ont enfin mis mon coup de tampon. Je suis repartie dans l'autre sens et quand je suis arrivée, voilà, donc ils m'ont enfin laissé passer la frontière. Voilà. Bon, j'espère que je vous saoule pas avec mes anecdotes, mais c'est vrai que quand je me rappelle de toutes ces choses et tout, je me dis que pour moi maintenant c'est vraiment des super souvenirs. Sur le coup j'ai vachement stressé quand même. Parce que je me disais oh là là, ils vont me sortir à coups de pied au cul du pays. Et puis non, finalement ça se passe toujours assez bien quand même. Surtout quand les gens sont sympas. Bref, sinon pour pas trop rentrer dans les détails, j'ai perdu ma GoPro à Hawaï, une GoPro que j'avais fait des pieds et des mains pour réussir à en trouver une d'occasion parce que c'est pas donné ces trucs là. Et première baignade à Hawaï avec, et je me suis fait éclater par une vague qui fait que j'ai tout lâché, que je me suis éclatée sur un rocher qui m'a ouvert les genoux et que ma GoPro elle est partie malheureusement polluer les fonds océaniques. Voilà, maintenant j'ai un machin pour la tenir. Autrement, oula, ça c'est vieux ça. Pass Eurolines. J'avais acheté un pass Eurolines pour visiter plusieurs pays d'Europe, mais bon, bah, comme d'habitude, je suis un peu en dernière minute. Genre, oh oui, mais avec le pass, je peux aller où je veux. Donc, j'avais prévu des pays que j'ai pas pu visiter et je me suis fait rembarrer d'autres. Bref, et puis finalement, ça m'a permis d'aller dans des coins où j'aurais pas pensé. J'ai visité le Danemark, j'ai visité l'Estonie et franchement, c'était un régal. Mais le trajet, ça avait été quelque chose. Et le problème, c'est que je devais rentrer à une certaine date, sauf que j'avais été tellement loin pour aller en Estonie qu'après j'avais plus que 24 heures. Enfin, genre j'avais 2 jours ou 3 jours pour rentrer, c'est tout. Mais il fallait tout redescendre en bus pour revenir dans le sud de la France. J'étais dans le sud de la France, non, j'étais à Paris, je sais même plus. Bref. Et voilà, et donc en fait, quand je suis partie d'Estonie, on a mis 44 heures à arriver en Allemagne et je devais changer de bus en Allemagne. Et en Allemagne, on me dit, il n'y a plus de place dans les bus, il n'y a plus rien, il n'y avait pas moyen. Moi, il fallait absolument que je rentre, que j'aille au boulot. Ni une ni deux, quand le chauffeur a bougé, je suis rentrée dans le bus, je me suis assise par terre parce que vraiment, il n'y avait plus de place. Et je lui ai dit, je rentre chez moi, j'avais la tronche, mais alors, j'étais crevée, 44 heures. Puis en plus, à cette époque-là, Eurolines, ils s'arrêtaient même pas pour les pauses pipi, rien du tout. Enfin, c'était un enfer, le truc. Je me suis dit, sérieusement, si le mec, il me ramène pas chez moi, ça va pas le faire. Et on y est arrivé. Il m'a laissé par terre, mais bon, à ce stade-là, je m'en foutais. Hein, je vais te dire, je dormais sur le truc en caoutchouc, là, qui est au milieu, rien à faire. Bref, autre aventure, quand j'ai laissé mon appareil photo dans un bus en Écosse, j'étais dans l'île de Harris, qui est une île incroyable. Je sais que tout le monde va toujours dans l'île de Skye. L'île de Harris, c'est celle qui est juste après, où il y a très très peu de touristes. Je me suis pas arrêtée à Skye, justement, parce que quelqu'un m'avait dit, tu sais, si tu veux un endroit plus calme, dépasse et va dans celle de Harris qui est juste derrière. Meilleur choix de ma vie. Île incroyable, l'eau, on dirait les Caraïbes, le sable, on dirait de l'or, et en même temps, tout est tellement vert, il fait frais, il fait beau, il y a des vaches et des moutons partout, il n'y a pas un chat, bref. Et donc, quand j'étais dans mon bus, qui en fait est un minivan, il n'y a pas d'arrêt de bus, il faut juste faire coucou, et puis il s'arrête, et puis quand tu dis d'arrêter, il s'arrête, voilà. Et c'est vrai que tout le trajet, j'étais la bouche ouverte devant la fenêtre, et du coup, j'en ai laissé mon appareil photo dans le minivan, que j'ai mis 2-3 jours à récupérer. Mais que heureusement, comme c'est une petite île, en fait on m'avait repéré apparemment à cause de mon tatouage, et du coup quand j'ai commencé à expliquer dans mon auberge que j'avais laissé mon appareil photo dans le van et qu'il n'y avait pas moyen de communiquer, etc., en fait
Le message est passé de ville en ville. Et en fait, il y avait plusieurs personnes qui savaient qu'il y avait une Française avec un tatouage dans le cou qui cherchait son appareil photo. Et ben j'ai réussi à remettre la main dessus. Voilà. Parmi les aventures. Et ça, pareil, moi, sans l'appareil photo, c'était la cata. Et encore une histoire qui se termine bien. Ensuite, oui, oulala, alors une erreur de gare à Prague. Ça serait trop long à raconter, mais alors ça a été la course de ma vie. Qui fait que j'ai réussi à joindre 2 gares. J'étais avec 2 autres personnes. Je crois en moins d'un quart d'heure. Normalement, c'était quasiment pas possible. Mais alors, je sais pas comment on s'est démerdé. On a fait les fusées. Parce qu'on savait pas qu'il y avait 2 gares à Prague. Voilà. Sinon, en Norvège, quand j'y suis allée en hiver, il faut savoir que j'étais à Tromsø. Et que Tromsø, c'est un truc comme ça. Sauf que c'est pas vraiment de la neige qu'ils ont, c'est de la glace. Et une couche comme ça. Et que dans la rue, les gens, pour monter et descendre, on se mettait contre le mur pour laisser passer et on se tenait la main à plusieurs pour pas que quelqu'un commence à glisser pour descendre. Et en fait, c'est une aventure qui, au bout de 2-3 jours, a fait que je me suis acheté des crampons. Meilleur investissement pour quand on va dans des endroits où il fait froid et il y a de la neige, ce que j'ai tendance à faire. Voilà. Sinon, ça m'est déjà arrivé aussi que à l'aéroport de Gimpo à Séoul, si vous ne le savez pas et que vous faites comme moi, que vous dormez dans les aéroports, attention, ils ferment la nuit. Et je me suis retrouvée le soir de Noël à moins de 10 degrés avec l'aéroport fermé et nulle part où aller. Voilà. Au milieu de nulle part. Et j'étais obligée d'appeler un taxi alors que j'avais pas de sous, j'avais rien, pour qu'il puisse m'emmener à un guichet. Et pendant que j'étais dans le taxi, d'essayer de réserver une nuit quelque part juste pour pas mourir de froid dehors. Voilà, donc ça c'est le genre de truc sur le coup tu te dis mais... Allô, fais tes recherches, quoi. Et puis en même temps, bon, bah, encore une fois, ça c'est réglé. Mais, et c'était les mêmes vacances où je me suis retrouvée à Harbin, justement. Et que quand je suis arrivée, ils n'avaient plus ma réservation. Et j'ai juste repensé à la Corée. Je me suis dit, ah non, pas encore dans la rue. Et puis là, il fait moins 25. On me laisse dehors, je vais mourir, quoi. C'est pas possible. Et justement, quand je parlais de la gentillesse des Chinois, ils n'ont pas réussi à trouver ma réservation. En fait, il y avait eu un problème qui fait qu'ils n'avaient pas reçu le truc. Et, mais en fait, ils l'ont retrouvé le lendemain. Mais en attendant... T'inquiète, il n'y a pas de souci. Ils avaient sorti des matelas parce qu'apparemment, j'avais pas été la seule à avoir le problème. Donc, il avait dû y avoir un souci. Ils ont foutu des matelas un peu partout. Tout le monde a dormi là, pas de souci. Personne dans la rue. Voilà, donc c'était encore une fois une aventure assez particulière. Surtout quand on ne parle pas chinois et que personne quasiment parle autre chose. Mais quand on fait un petit effort pour communiquer, parce que finalement, bah, sur des choses assez basiques, on se comprend. Il suffit de faire des dessins, des gestes et des trucs comme ça. Et puis pour les bases, on peut communiquer. Voilà. On va peut-être pas avoir des discussions philosophiques, c'est sûr, mais il y a toujours moyen quand on a envie. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, voilà, c'était pour le travel listographie. Et puis comme ça, vous en savez un petit peu plus sur mes aventures de voyage. Donc on a parlé indirectement de livres et surtout de voyage, qui est une de mes autres très très grosses passions. Et pour moi, n'importe quelle aventure quelque part est une aventure, que ce soit à côté de chez moi ou très loin, autant que je peux. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de sous qu'on peut pas essayer de trouver des moyens pour des fois se retrouver dans des situations incongrues, mais qui laissent des souvenirs au final assez impérissables. Voilà. Eh bien écoutez, contrairement à d'habitude, pour cette fois-ci, je ne vais pas forcément vous demander d'expérience de lecture, puisque c'est pas non plus complètement le sujet. Mais si vous avez des aventures de voyage, des anecdotes comme ça, de choses qui vous sont arrivées, des phénomènes que vous avez vus, des animaux incroyables que vous avez vus, des petits malheurs qui se sont transformés en finalement des choses dont vous rigolez aujourd'hui, franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup en savoir plus là-dessus. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'adore lire les anecdotes de voyage. Et puis, comme je vous dis, bah, j'espère que j'aurai pas trop prolongé le schmilblick et que je vous aurai pas ennuyé avec mes histoires. Voilà. Et bien, sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!